Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast et on se retrouve aujourd'hui pour parler de franchise. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire d'angle amour, mais ça va lui faire plaisir, le représentant des opprimés, parce que oui, Constant, c'est toi qui as proposé ce podcast à propos des Pacers et du Jazz pour parler de petits marchés. Alors, comment ça va, Constant? Ça va. Je poursuis ma tradition de hipster NBA puisque je ne propose que des franchises de hipster. Ça va, très heureux de vous retrouver. Ouais, mais le sujet de Ben ne m'inspirait pas forcément puisqu'on allait parler de la creuse de la NBA sans dévoiler de quelle franchise on allait parler. Mais du coup, je me suis dit bon, on va parler d'Indiana et d'Utah, ça peut être intéressant. En vrai, c'est très intéressant que les gens nous disent sur Twitter ou sur YouTube, selon vous, de quel sujet j'avais proposé, parce que parler de Creuse quand on va parler du Jazz et des Pacers, je pense que les gens vont se demander de ce que j'avais proposé en vrai. Et respect aux habitants de la Creuse, comme comme à ceux de la Meuse. On est dans le même bateau, les gars. Tom, comment ça va? Ça va, écoute, un peu grippé, mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Je profite de bonnes soirées NBA ces temps-ci. Surtout quand on regarde des équipes qui sont intéressantes à voir jouer. Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes intéressantes à avoir joué, d'autres un peu moins. Le tacle hebdomadaire envers une certaine franchise ne sera pas asséné maintenant, peut-être un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube où vous êtes de plus en plus à nous suivre. On vous rappelle que le podcast est toujours en avant-première. On arrive à le faire depuis quelques semaines. On n'a plus trop de problèmes avec la vidéo. Le podcast est en avant-première tous les lundis soirs sur YouTube. Alors, comme d'habitude, on n'a pas encore le matériel de YouTubeur, mais en tout cas, vous pouvez nous voir en avant-première là-bas. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Twitter. On marque une petite pause et on va démarrer ce podcast à propos du Jazz et des Pacers. Jazz, Pacers, deux franchises qu'on annonçait en difficulté cette saison, si vous allez réécouter nos previews. Et pourtant, eh bien, on est face à deux franchises qui, on va le dire actuellement, sont en play-off dans leur conférence. Mais avant de discuter de ce qui se passe aussi bien du côté d'Indiana que de Utah, revenons un peu sur leur manière peut-être de reconstruire. Ça veut dire que très souvent en NBA actuellement, on est dans une vision reconstruction via beaucoup de tours de draft et en tout cas un jeu qui met beaucoup en avant des jeunes joueurs qui sont assez inexpérimentés, ce qui amène beaucoup d'erreurs. Mais là, Constant, quand on regarde ces deux équipes, est-ce qu'on va parler d'un contre-modèle? Non, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, c'est une autre manière d'aborder la reconstruction qu'on voit en ce moment. Est-ce réellement un contre-modèle? C'est la question qu'on peut se poser. Pour Indiana, je pense que oui, on est sur un contre-modèle dans le sens où ils ont tradé leur meilleur joueur, qui était Domantas Sabonis, durant la saison, ce qui est déjà pas le cas de beaucoup de franchises de reconstruction, d'échanger ton meilleur joueur au moment de la trade deadline ou quelques jours avant la trade deadline. Et ils sont repartis avec une base de jeunes, en récupérant quelques jeunes qui n'étaient pas voulus dans certaines franchises, notamment Jalen Smith du côté de Phoenix. Ils s'étaient positionnés sur DeAndre Ayton, ce qui montrait que eux n'avaient pas réellement cette volonté d'avoir des joueurs complètement inexpérimentés partout. Phoenix a matché l'off, mais en tout cas, ils s'étaient positionnés sur eux. Pour Utah, je suis un peu plus dubitatif dans le sens où tu parlais de reconstruction en récupérant énormément de pics de draft. C'est un peu ce qui s'est passé avec le trade de Rudy Gobert et le trade de Donovan Mitchell. C'est juste, j'ai cette impression que Utah, en fait, est dans un entre-deux où, ça y est, ils ont tradé leurs deux meilleurs joueurs, ils sont passés dans le cycle reconstruction, et en fait, ils ont des vétérans qui sont stockés, qui attendent de se faire trader. C'est pour ça, je pense que Utah, sans vouloir trop m'avancer, mais Utah, à un moment, va arriver à ce stade où il y aura beaucoup de jeunes et tous les vétérans actuellement présents seront partis. Donc, est-ce que ça dénote un peu du contexte de reconstruction de certaines franchises actuellement? Oui. Mais les deux cas, pour moi, sont déjà différents. Tom, est-ce que tu es d'accord? C'est vrai que ce qui dénote vraiment, et là où je rejoins Constant, c'est vraiment que les Pacers, alors ils l'ont fait sur la fin de la saison dernière, même si on va y revenir, sur la fin de la saison dernière, il y avait l'attaque notamment sur Haliburton qui était déjà assez encourageante, mais c'est vrai qu'on a deux équipes qui en tout cas, là où on peut être d'accord, c'est qu'elles refusent d'être vraiment en reconstruction totale dans le jeu en fait. Il y a un semblant de fond de jeu. Il y a un semblant de fond de jeu et surtout il y a une bonne construction globalement de l'effectif, c'est-à-dire que les effectifs qui sont sur le terrain sont cohérents. C'est pas uniquement un peu des joueurs un peu mis là par hasard qu'il va falloir
tout faire matcher ensemble pour que ça puisse fonctionner. En fait, les joueurs qui sont présents sur le terrain et qui sont aussi sur le papier qui composent l'effectif sont cohérents dans la façon de pouvoir construire une équipe de basket fonctionnelle pour aller sur le terrain. On n'est pas uniquement dans de la valeur spéculative et des assets, simplement des assets, même si côté Utah, tu as l'impression que ce sont simplement des assets qui sont en train de végéter en attendant que quelqu'un vienne les récupérer, mais l'ensemble, en fait, peut avoir une cohérence, notamment parce que tu as un bon niveau de workplay des deux côtés. Et en fait, si on peut comparer, si on peut essayer de comparer peut-être les deux modèles, alors même si c'est pas exactement ça, on va dire que peut-être Indiana, le modèle de reconstruction se rapproche plus de ce qu'a fait Orlando, c'est-à-dire quand ils ont commencé à trade Vucevic, ils ont récupéré un jeune joueur, par exemple du côté euh, de Chicago en la personne de Wendell Carter Jr. Et ensuite, ils vont utiliser des pics de draft, mais ils avaient déjà, ils ont récupéré des pièces solides, en plus d'améliorer leur propre tour de draft. Là où, par exemple, euh, pour le Jazz, ça ressemble plus au modèle OKC, voire Rockets, et limite OKC au début, peut-être quand, par exemple, au trade de Paul George, ou par exemple, tu récupères Markkanen, qui fait office de ton chez, quoi. Si je peux juste conclure cette partie, moi j'ai vraiment essayé de me demander aussi les gars pourquoi. Parce qu'on est d'accord pour dire que c'est des formules qui varient un peu. Je pense que c'est assez logique du côté d'Indiana quand on regarde, on en a très souvent parlé. Historiquement, c'est une franchise qui a su trouver ses franchise players, en tout cas ses joueurs majeurs, à la fin de la loterie entre 10 et 20. Enfin, Reggie Miller, c'est un choix 11. Paul George, c'est un choix 10. Danny Granger, à l'époque des années 2000, c'est un choix 17. Donc c'est une équipe qui historiquement, je pense qu'il y a cette croyance. C'est le même propriétaire depuis les années 80. Donc il y a vraiment cette croyance de on est capable de s'en sortir, même avec des choix de milieu de tableau, parce qu'on a su le prouver dans notre histoire. Par rapport à Utah, les gars, je maintiens. Alors, le groupe de propriétaires a changé l'année dernière, mais je maintiens qu'il y a peut-être un léger, Tom, t'en parles souvent, traumatisme du milieu des années 2010 avec les choix de draft, Enes Kanter en 3, Dante Exum en 5, le trade pour Trey Burke en 9. Ça fait beaucoup de choix qui ont été ratés à l'intérieur de la loterie, donc je pense qu'il y a peut-être ce mini traumatisme-là de se dire que on n'a pas été trop efficace, donc avoir des bons joueurs aussi, c'est assez intéressant. Si on enchaîne, les gars, et qu'on ouvre la partie du coup Indiana, ce qui marque surtout dans Indiana actuellement, Tom, c'est peut-être l'attaque. Si on en parle, ils sont 10e attaque selon Cleaning de glace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la fin de la période de la saison dernière, ils étaient aussi une bonne attaque. Dans la période avec Haliburton, est-ce qu'on s'est trompé, Tom? Est-ce que pour une fois, il fallait un peu tirer des conclusions d'une fin de saison l'année dernière avec l'implantation d'Haliburton, selon toi? Il y a des choses qu'on aurait pu garder, notamment le niveau de playmaking et l'augmentation en fait de la charge. Enfin, le niveau de wordplay que tu as quand tu as Haliburton qui est ton meneur de jeu principal. Le seul doute qu'on pouvait avoir, c'est est-ce qu'il était capable, par exemple, de tenir un tel niveau d'utilisation de la balle et une telle efficacité en améliorant considérablement ses chiffres brut aussi personnellement. Et là, c'est quelque chose qu'il arrive à faire. Mais en vrai, quand tu regardes Indiana jouer, pardon, il y a vraiment, moi, il y a quatre choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux, notamment sur le jeu offensif. Un, bah, on va y revenir, mais le niveau de play globalement, entre même avec la première et la seconde minute, le spacing et la façon d'utiliser le spacing. C'est-à-dire qu'ils ont des shooters, il y a la menace du shoot, et ils arrivent en fait à utiliser la menace des shooters pour créer des actions à l'intérieur de la raquette. Ça, c'est quelque chose qui est très bien fait. Le flow de l'attaque, en fait, quand tu as une attaque qui se joue d'un côté du terrain, tu as toujours du mouvement loin du ballon, tu as beaucoup de main à main, tu as beaucoup d'échanges entre les différents joueurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change par rapport à d'autres franchises où tu peux avoir, par exemple, un joueur un peu héliocentré, un porteur de balle numéro 1 identifié. Et la dernière chose, c'est vraiment la transition, en fait. C'est le jeu de transition des Pacers qui change, qui détonne vraiment des autres équipes en NBA. Est-ce que tu es d'accord avec ce bilan-là, Constant? Moi, je vous avoue, les gars, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à regarder des matchs des Pacers pour préparer, après ceux que j'avais déjà vu en début de saison, parfois je me demande si je suis pas
fois 1,5 ou un truc comme ça, parce que ça va quand même très vite, ça court. Constant, qu'est-ce que t'en penses de cette attaque du coup des Pacers? Moi, c'est une attaque que j'aime beaucoup, parce que c'est une attaque qui ne joue absolument pas individuellement. Moi, une chose qui m'a frappé du côté d'Indiana, c'est ils sont la 29e équipe en fréquence d'isolation, c'est-à-dire que ça ne joue quasiment aucune isolation, notamment parce que, hormis Bénédicte Mathurin et Tyrese Haliburton, un petit peu, t'as pas vraiment les ball handlers et le shot making pour jouer en isolation. Et déjà, avant d'oublier, donner du crédit à Rick Carlisle, ce qu'il arrive à instaurer avec cette attaque et avec cette équipe. C'est complètement du Rick Carlisle dans le texte. Oui, donc une équipe qui joue très peu en transition. On va peut-être en parler quand on va aborder le cas Utah, mais du côté d'Indiana, on a aussi une équipe qui joue très analytique, puisque c'est la 3e franchise qui tente le plus de 3 points en moyenne de toute la NBA, et ils sont 10e en termes de drive. Donc c'est une équipe qui, globalement, c'est un 3 points, c'est un drive, etc. Le reste, après, c'est la transition, comme l'a dit Tom, la vitesse de jeu. Je sais plus combien ils sont à la pace. Je sais que Tom va me taper dessus parce que je parle de la pace, mais mais voilà, ils sont 3e à la pace. Il y a un autre point aussi qui me marque et qui moi fait que j'aime beaucoup cette équipe d'Indiana, et c'est évidemment totalement lié à Tyrese Haliburton, c'est que en assist pourcentage, ils sont 2e juste après Golden State, ils sont à 68.9. Ça fait énormément de passes décisives, et pourtant ils perdent beaucoup de ballons. En turnover pourcentage, ils sont 23e, excusez-moi. Donc ils sont la 7e pire équipe qui perd le plus de ballons. Mais c'est un jeu collectif. Il y a des shooters finalement, comme vous l'avez dit. Je trouve que cet effectif, il y a un très bon mélange entre de la menace à l'intérieur, ou en tout cas la façon d'utiliser tes shooters pour créer de la menace sous le panier, et ensuite les shooters pour mettre dedans. Donc ouais, offensivement, moi ce que je retiens, c'est très peu d'isolation et un jeu vraiment recentré sur le collectif, à l'image de leur meilleur joueur. Mais même pour la partie isolation, en fait, ils en ont pas besoin, hein. Vraiment, enfin, limite, ils en ont pas besoin parce que le flow de l'attaque est très bon. Il y a un truc qui est intéressant. Vous avez dit que ça joue vite globalement, notamment sur la partie transition. Par exemple, c'est l'équipe c'est une des équipes qui a pas mal de paniers, de ces paniers qui sont générés en transition. Ils sont par exemple 6e en temps de possession, en fait, pour prendre un tir après avoir encaissé un panier. Ils sont 3e au pourcentage de transition jouée après un rebond défensif. Donc du coup, ils prennent le rebond et Haliburton, soit il court, soit il fait une passe vers l'avant. Mais en fait, les différents moyens dont ils arrivent à exploiter la transition sont vraiment ingénieux. C'est-à-dire que on n'a pas en fait un truc classique où tu as quelqu'un qui va courir, qui va remonter la balle et qui va aller directement au panier. Soit tu as des passes vers l'avant pour trouver quelqu'un qui est parti un petit peu plus tôt, ou soit sinon la façon dont ils utilisent la transition, notamment sur les trailers. Donc ça, c'est Haliburton qui fait ça très bien, notamment. Il fait une espèce de Gortan string, mais inversé. C'est-à-dire que il arrive au niveau de la ligne à 3 points, il y a quelqu'un en trailer, et en fait, lui, il fait une passe en arrière, et il pose un écran. Et comme ils ont des deep spot-up shooters, notamment dans l'axe avec Buddy Hield et Mathurin, ben les mecs arrivent lancés, ils posent leurs appuis, et puis c'est limite caching, quoi. On parle beaucoup de passes. C'est l'équipe tout simplement qui est numéro 2 en NBA au niveau des passes après les Warriors. À noter que c'était déjà le cas l'année dernière, ils étaient numéro 3 l'année dernière. Donc ça a quand même toujours été une équipe qui est pas vraiment dans l'isolation. Si on parle des Pacers cette année, on est un peu obligé de parler d'Haliburton. Et Tom, toi comme moi, on s'est mis d'accord. C'est le moment de Constant. Nous, on observe. Au pire, on annote. Alors Constant, ce début de saison d'Haliburton, parle-nous-en. Non, je vais pas non plus me lancer dans un long monologue disant tout le bien que je pense de Tyrese Haliburton. Moi, c'était déjà quelqu'un que j'appréciais énormément du côté de Sacramento. Quand je l'ai vu échanger du côté d'Indiana, je me suis dit ça y est, il va enfin avoir les clés de la franchise, d'une franchise pour faire ce qu'il veut. Et en fait, Tyrese Haliburton, j'en discutais, je vous ai envoyé dans la conf il y a quelques jours, mais il est All-Star indiscutable en fait sur ce début de saison. Dans une conférence Est où pourtant il y a quelques guards, mais Tyrese Haliburton est indiscutable. Je pense que sans lui, il a un peu le syndrome Chris Paul. Quand je dis syndrome Chris Paul, c'est pas choquer en playoff, c'est ce côté, cette capacité qu'il a de rendre les autres meilleurs, en particulier les intérieurs, ce qui n'est pas le cas de tous les meneurs. Mais moi, je trouve que sa relation avec Jalen Smith,
avec Isaiah Jackson. C'est un meneur qui sait énormément utiliser le pick and roll, qui est très intelligent dans sa prise de décision. Et même offensivement, en fait, il est, c'est l'un des meilleurs de la NBA en termes de réussite près du cercle. Il est à 69% de réussite au cercle, alors que c'est pas un scorer first, c'est un passeur first. Il a 46% de réussite sur les mid-range. Il tourne quasiment à 40% à 3 points cette saison. Il est même en baisse par rapport à ses saisons à Sacramento où là il était à 40% à 3 points. Son volume a augmenté, mais ses pourcentages n'ont pas baissé, ce que je trouve intéressant. Et même au niveau de la passe, c'est le meilleur passeur de la NBA. Il y a 4 matchs de suite, là, les 4 derniers matchs de Tyrese Haliburton, il a 14 passes ou plus. La défense, c'est pas forcément ça, mais il est actif, il y a 2-3 interceptions, etc. Je trouve que c'est pas le guard non plus qui perd le plus de ballons bêtement. Il en perd, bien sûr. Il y a, je sais plus quel match, il y a de ça quelques jours où il perd 7 ballons, mais il y a 14 passes, quoi. Donc, avec un tel volume de création pour les autres, tu peux avoir quelques pertes de balles, c'est même logique. 50% d'assist pourcentage, c'est pas mal. C'est intéressant. Je pense que sur ces statistiques, on doit être sur du Chris Paul, encore une fois. Donc oui, j'irai pas plus loin, mais Tyrese Haliburton, on parlait de la draft, finalement, c'est peut-être déjà ta pièce centrale sur laquelle tu peux construire autour. Puis, Tom, je te laisserai réagir sur Haliburton, mais moi, plutôt dans une vision un peu plus Pacers, je me faisais la réflexion en voyant la relation, on parlera justement de Miles Turner plus tard, Miles Turner Haliburton. Un joueur comme Miles Turner, il a jamais eu un meneur de ce niveau-là, en fait, pour le mettre en avant. Et c'est pour ça, on parlera, c'est peut-être un des éléments qui peut nous amener à expliquer ce très gros début de saison de Miles Turner. Mais même pour cette équipe-là, ça fait très longtemps, fini les temps de vivoter avec George Hill, etc. Là, ils ont une vraie solution à la main. Ouais, clairement, c'est un vrai meneur, comme tu disais, Constant, passing first, même si au niveau de l'efficacité de l'usage, là, il se rapproche des 30% d'usage. Hein. Donc, ok, passing first, mais avec vraiment un gros volume offensif, limite un volume offensif de star, voire limite superstar. Quoi. Mais après, moi, dans le passing, par exemple, d'Haliburton, moi, je trouve que c'est un passeur un peu génial. Alors, tu parlais des turnovers, des pertes de balles. Mais en fait, les pertes de balles, globalement, des Pacers et même d'Haliburton, en fait, ce sont des pertes de balles parce que c'est sur du jeu à risque. En gros, quand il perd la balle, c'est que si la passe, elle passait, là, c'était panier direct. En fait. Donc, il tente pas mal de passes difficiles. Donc, c'est normal qu'il y ait du déchet, en fait, sur type de passeur. Mais en fait, c'est vraiment un passeur génial, en fait. Il arrive à faire des passes arrêtées, en mouvement. Il casse la défense à tous les endroits du terrain. Limite, en fait, si, en gros, il arrive à te faire des bonnes passes dans l'axe, quand il est arrêté, quand il est dans le coin, il sert en spot-up, il sert en trailer, il sert sur les cuts, il sert autour de la ligne à 3 points. En fait, c'est une pieuvre, le mec, et en fait, il distille des ballons. Non, mais c'est vraiment, t'as l'impression qu'il distille des ballons un petit peu partout, et il peut faire tous les types de passes inimaginables. T'as parlé de son two-man game avec les intérieurs, par exemple, comme Isaiah Jackson. Moi, j'ai bien aimé son two-man game avec Buddy Hield, en fait, la façon dont ils ont à se trouver, en fait, autour de l'arc à 3 points. Et en fait, l'un se sert de la menace de l'autre pour pouvoir créer des brèches dans la défense. Et on l'a vu, par exemple, face à Orlando, où tu as des situations, pas Orlando, contre Houston, où, par exemple, tu as Buddy Hield qui arrive à avoir 2 situations de tir à 3 points juste en face du cercle, juste avec un petit échange passe-va avec Haliburton, quoi. Donc non, c'est vraiment très bien. Et puis en gros, en fait, Haliburton, ok, on va dire que c'est un très fort joueur, mais l'écosystème qu'il y a autour de lui convainc vraiment à son jeu, parce que quand tu prends, limite le joueur que tu veux avoir sur le backcourt aux côtés d'Haliburton, c'est un mec qui shoot et qui a un peu de la puissance pour driver ou des choses comme ça, et qui est capable d'avoir du scoring individuel. Donc ça, tu peux l'avoir avec Mathurin, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et l'intérieur que tu veux à côté avec ce gars-là, limite, c'est Miles Turner, hein, en fait. Limite, si par exemple, Indiana cherchait un intérieur à l'intersaison, le premier profil que tu vois, c'est Miles Turner. Après, est-ce que c'est pas une réponse que peuvent apporter beaucoup d'équipes, vu le profil théorique de Miles Turner? Mais en tout cas, après le profil très complet de Haliburton, moi j'avancerais juste en voyant leur match, ce qui permet à Haliburton d'exister, je trouve, par rapport à d'autres meneurs
notamment scoreurs, jeunes arrières, si j'englobe tout le monde, c'est qu'en fait, cette capacité à mettre en avant les autres, elle permet à Haliburton de jamais sortir de match quand l'adresse est pas là. Et ça arrive quand même, ça lui arrive souvent. Et j'ai remarqué ça notamment le match contre les Nets, qui est très intéressant récemment des Pacers. Où, en gros, c'est quand même un match, c'est un peu lunaire qu'il le gagne sur certains aspects parce que je pense que les Nets doivent les terminer à la fin du troisième. Bref. Et tu vois bien que Haliburton existe plus ou moins dans le jeu grâce à cette capacité à faire briller les autres. Et ça, c'est très important. Et Tom, tu m'as fait la passe décisive. Parmi ces autres, il y a donc Bénédicte Mathurin qui, statistiquement, est juste en train potentiellement de sortir une des meilleures saisons rookie à 3 points de l'histoire. Enfin, j'ai juste regardé les stats, les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il est clairement, il en prend pratiquement 6 par match. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, on lui souhaite aucune blessure. Il entrerait largement dans le top 10 des rookies qui ont tenté le plus de tirs à 3 points. Et il est juste actuellement à 42% de réussite. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce top 10-là, des rookies qui ont tenté le plus de 3 points sur une saison, il y a personne au-dessus de 40%. Le recordman, c'est Sadiq Bey qui était à 38. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, il est juste sur des bases complètement folles. Constant, on est d'accord que ça va peut-être pas continuer ainsi, mais en tout cas, c'est un apport incroyable. Je lancerai Tom sur son rôle peut-être un peu plus tard, mais l'apport pour un rookie est incroyable, quoi. Ouais, bah, on en a parlé quand on a préparé l'épisode, mais quand tu vois Bénédicte Mathurin, avec ce profil de rookie drafté très haut en sortie de banc, la première personne à laquelle tu penses, c'est Ben Gordon, du côté de Chicago, qui avait été rookie 6e homme de l'année, si je dis pas de bêtises, et vraiment un peu ce profil de scoreur en sortie de banc. Et Bénédicte Mathurin, pour suivre un petit peu la draft et pour suivre le profil, c'était absolument pas attendu qu'il explose à ce point-là. Après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur Bénédicte Mathurin, hormis le fait qu'il est complètement en feu offensivement derrière l'arc. C'est qu'il tourne à plus de 43% au tir et il tourne à 43% de réussite sur les 3 points non dans le corner, enfin qui sont pas dans le corner. Donc moi je trouve ça exceptionnel ce que réalise Bénédicte Mathurin. Son jeu en sortie de banc, il apporte vraiment un plus pour les Pacers et c'est notamment pour ça. Peut-être qu'on abordera les débuts de match des Pacers, mais c'est notamment pour ça que les Pacers restent souvent dans les matchs. C'est que leur banc, bien aidé par Mathurin, leur permet de revenir. Après, je souhaite à Bénédicte Mathurin de tenir toute la saison comme ça, mais j'ai des doutes, d'une part sur le fait que les défenses vont s'adapter, parce que là on est en début de saison, on a joué 20 matchs, il y a encore la surprise entre guillemets Bénédicte Mathurin, mais est-ce qu'il va être capable de réaliser toute une saison où il tourne à plus de 43% de réussite derrière le cercle, tout en étant à plus de 20 points par match, j'ai des doutes. Mais s'il le fait, tant mieux. Mais le profil me fait quand même un petit peu de réserve, même si, offensivement, il va être capable d'exister autrement que par sa réussite au tir. Il a d'autres qualités qu'il va pouvoir faire valoir, notamment à la création, parce qu'on voit pas non plus complètement, parce qu'il est tellement en feu individuellement qu'il délaisse un petit peu ce côté-là, mais il va pouvoir exister autrement et toujours dans ce rôle assez complémentaire finalement avec Haliburton ou avec TJ McConnell par exemple. Et la faute même, tu vois, la capacité qu'il a à créer des fautes. Ouais. Tom, je te laisse enchaîner. Quand on préparait, tu voulais vraiment parler du rôle qu'il avait. Constant a déjà un peu commencé. C'est vrai que c'est un rôle pour un haut choix de draft. Ça pourrait être considéré comme limite une critique, en tout cas une mise un peu à l'écart. Mais en tout cas, c'est un rôle qui semble complètement avoir embrassé, celui de 6e homme et de torche humaine, en l'occurrence actuellement, où il met tout. Bah oui, après c'est vrai que ça peut sembler bizarre. Encore une fois, c'est un haut drafté, donc tu veux lui donner un maximum de temps de jeu et tu veux qu'il soit la plupart du temps avec tes meilleurs joueurs. Parce que, enfin, quand tu es 6e homme, généralement, quand tu rentres, bah, tu as une partie des meilleurs joueurs qui sortent. Mais en fait, lui, ce que je trouve intéressant, c'est que comme par exemple dans une attaque qui est drivée par un joueur comme Haliburton, il y a tellement de menaces en fait autour d'Haliburton que limite c'est plus intéressant pour lui en termes de développement d'avoir un temps de jeu où il est un peu solo avec McConnell qui est un peu moins offensif et du coup qui va plus lui donner la possibilité d'améliorer, enfin, d'augmenter son taux d'usage, quoi, de pouvoir finir les possessions et d'être en bonne disposition. Là, par exemple, avec Haliburton, il est beaucoup plus régisseur du ballon. C'est-à-dire qu'il va servir un tel, il va servir un tel. Enfin, il va moins se focaliser sur un joueur en particulier. Il va essayer d'impliquer tout le monde dans l'attaque. Et c'est peut-être le meilleur combo pour l'instant, en tout cas, pour permettre à Mathurin de gagner un peu ses galons et de prendre de la confiance en jouant face à des secondes limites aussi.
Du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir vu, de le voir en tout cas dans ce rôle-là. Mais c'est vrai que quand, par exemple, il doit jouer avec Hield et avec Haliburton, c'est OK. Et quand il doit jouer sans eux, ben, il arrive aussi à se débrouiller. Donc, je trouve que c'est bien en fait qu'il soit efficace dans les deux écosystèmes. Et même si on sait que en finalité, c'est quelqu'un qui devrait reprendre le job de starter. Un peu comme ce qui s'est passé, par exemple, pour la saison rookie de Malcolm Brogdon, où il commençait sur le banc. Et au final, après une trentaine de matchs, une trentaine, une quarantaine de matchs, qui est rentré dans le 5 major, ben, je pense que ce sera un peu la même chose avec Mathurin. Mais vraiment, enfin, il se passe de bonnes choses quand il est avec Haliburton et il se passe aussi de bonnes choses quand il est sans lui. Parce que bon, après, tu vois, Haliburton, c'est quelqu'un qui est quand même omnipotent dans l'attaque. C'est, encore une fois, le joueur de la ligue qui est numéro 1 aux touches. Il est devant les Jokic et tout ça. Donc, c'est vrai que pour donner un petit peu plus d'air, entre guillemets, et permettre à Mathurin de faire des choses pour étendre un peu son jeu, je pense que c'est le bon scénario pour lui, en fait, cette dualité. Et ça rejoint une synergie entre les jeunes et les plus anciens qui sont complètement embrassés. Tu parlais, Constant, du rôle de Rick Carlisle, je pense qu'il joue dedans, mais c'est vrai j'écoutais l'interview de Miles Turner chez Wojnarowski, qui n'a pas pu s'empêcher de glisser 14 fois le mot Lakers dans la conversation, mais ça c'est une toute autre, c'est la première question du podcast qui est quand même assez légendaire, et c'est la dernière aussi, je crois, de tête. En tout cas, on peut voir, Constant, du coup, qu'il y a cette synergie et que on va continuer là-dessus, mais là, pour la valeur de trade de certains joueurs, bah, c'est plutôt positif si on s'inscrit toujours dans ce processus de reconstruction. Complètement. Mais pour moi, il y a une stat qui peut paraître bête, mais qui est parfaitement représentative de cette synergie entre la nouvelle génération et entre les plus anciens, entre guillemets. C'est que sur tes 4 plus gros temps de jeu en termes de minutes par match, t'as premier et quatrième, c'est Haliburton et Bénédicte Mathurin qui sont la base de ta reconstruction, et deuxième et troisième, c'est Buddy Hield et Miles Turner qui sont tes anciens. Je trouve que c'est assez représentatif de cette espèce de synergie entre les vieux et les vieux, non, parce qu'ils restent jeunes, mais entre les jeunes et les moins jeunes, on va dire. Et je trouve que l'écosystème Indiana, et encore une fois, le jeu de Tyrese Haliburton valorise en fait la valeur des deux. Alors Buddy Hield, c'est un peu différent parce que Buddy Hield, très honnêtement, Buddy Hield, il fait du Buddy Hield, c'est que on parlait, tu vois, je sais plus, c'est Ben qui disait que Bénédicte Mathurin avait ce rôle de torche humaine. Buddy Hield a aussi ce rôle de torche humaine. Enfin, je veux dire, ils ont 2 torches humaines dans l'équipe, quoi. Ils sont rares les équipes qui ont 2 torches humaines dans leur team. Buddy Hield, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire du shoot à 3 points, pas beaucoup de défense. Pas beaucoup de dream non plus, puisque la très grande majorité des paniers de Buddy Hield sont assistés, comme ceux de Bénédicte Mathurin, ce qui n'est pas le cas de Tyrese Haliburton. Mais voilà, Miles Turner, on est surpris parce que rumeur Lakers, Miles Turner, c'est un peu l'arlésienne. Ça, t'as l'impression que toute sa carrière, il était dans la trading list, mais il est toujours du côté des Pacers. Il fait peut-être sa meilleure saison en carrière. Que ce soit en termes de réussite au shoot, il a plus de 47% de réussite à 3 points. Bon, ça c'est Miles Turner. Hein. Il est fortement probable que d'ici le mois de janvier, il sera retombé à 33%. Mais il est toujours intéressant parce que Miles Turner, la théorie Miles Turner en fait se concrétise cette saison. C'est que t'as quelqu'un qui est capable d'être utilisé sur pick and pop et de sanctionner à 3 points, tout en tournant à plus de 3 comptes par match. Donc pour Indiana, que ce soit défensivement, sachant que leur poste 4 starter, c'est pas le gars le plus disruptif sous panier, c'est même au niveau des rotations, ils ont beaucoup d'ailiers un peu petits, donc c'est très bien d'avoir Miles Turner en protecteur de cercle, et offensivement, il est capable d'écarter le jeu, et finalement, Indiana a toujours des 5 majeurs où t'as quasiment 5 shooters sur le parquet. T'as jamais, hormis quand t'as Isaiah Jackson, t'as jamais un non-shooter sur le parquet quand Indiana fait ses rotations. Donc ouais, je trouve que ces vieux, non seulement ça fait augmenter leur valeur marchande, mais aussi pour Miles Turner, le cas un peu plus complexe parce qu'il est free agent à la fin de l'année, mais cette synergie fait que les bons résultats d'Indiana sont dus à la jeunesse, mais aussi au bon travail de Buddy Hield et de Miles Turner, et dans une moindre mesure, avant que j'oublie de le mentionner, de TJ McConnell, qui fait du TJ McConnell en sortie de banc. Tom, Miles Turner.
Est-ce qu'on cède Notre aux ami sirènes, notre ami, est-ce qu'on cède aux sirènes? Constant nous a mis en garde. Tu as bien raison. Est-ce qu'on cède aux sirènes du début de saison où il est à près de 20% d'usage? Il a jamais vu ça en carrière. Dans un rôle qui est plus ou moins celui qui réclamait, depuis pas mal de temps du côté d'Indiana. Ou alors est-ce qu'on se méfie parce qu'on a déjà vu ça avec Miles Turner? Rappelons, Constant, tu l'as dit, de la protection de cercle, c'est la meilleure défense au cercle. Et on va revenir sur les rotations un peu plus tard. C'est quand même grandement grâce à lui sur le début de saison. Après, Miles Turner, c'est là en fait, c'est la première fois qu'on le voit comme ça, tout simplement parce que c'est la première fois qu'il s'est mêlé dans ce rôle-là. D'habitude, Miles Turner, c'est le joueur qui, dans toutes les itérations des Pacers depuis qu'il est là, qui faisait partie du spacing. Là, il fait partie des joueurs qui bénéficient du spacing. C'est-à-dire que tu as parlé, Constant, tout à l'heure du fait qu'il est capable de faire du pick and pop et tout ça. Mais là, il est beaucoup plus incisif en fait quand il va dans la raquette en fait. Là, il fait vraiment du pick. Alors peut-être que c'est aussi dû à la magie un peu d'Haliburton sur le pick and roll, mais on voit beaucoup plus de Miles, on a beaucoup moins de Miles Turner qui campe derrière la ligne à 3 points et beaucoup plus de Miles Turner qui va au contact, va chercher la faute, quand il arrive en transition, essaye de seal un petit pour pouvoir passer. Par exemple, face à Charlotte, il y a des possessions où il arrive en transition, il voit que c'est Rosier qui est le premier arrivé, ben, il essaie de lock Rosier pour avoir un panier près du cercle. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas avec Miles Turner où il était plutôt passif. Et là, c'est quelqu'un qui est plutôt actif, je trouve, Miles Turner, et offensivement, qui arrive à aller chercher ses propres opportunités. Et du coup, ouais. Bah, pour étayer tes propos, excuse-moi de te couper, mais selon Clean the Glass, le shooting foul pourcentage de Miles Turner, cette année, il est à 19%. Sa meilleure année, il était à 15%. Donc c'est pour montrer qu'effectivement, il est beaucoup plus incisif et il va beaucoup plus sur la ligne des lancers. Clairement. Et puis, autre chose avec lui, c'est que je trouve qu'il joue beaucoup plus dans l'axe qu'avant. Avant, il n'était pas autant dans l'axe. Tu voyais pas les trucs... Là, il est vraiment dans l'axe. Il est présent vraiment au centre du terrain, dans l'axe panier-panier. Et je trouve que ça change en fait sa dangerosité. Je suis totalement d'accord. Moi, je trouve aussi, c'est un peu peut-être mon côté cynique, c'est quand même une magnifique déclaration d'amour de lui donner, alors qu'il est free agent, le rôle qu'il a demandé. Et on va en parler, mais peut-être pour le futur d'Indiana, si jamais il n'y a pas de trade et que il s'affiche à une free agency, tu peux te dire, j'ai déjà eu ce rôle-là avec Haliburton, etc., ce qui est quand même une espèce de déclaration d'amour qui va durer pendant 1 an. Par rapport aux valeurs de trade, c'était un peu notre sujet ici. Miles Turner, je pense que peut-être, on sait jamais s'il y a une offre folle, ça peut partir. Buddy Hield aussi. Je vous avoue que TJ McConnell, comme d'habitude, je considère que c'est un rôle qui est un peu difficile à transposer dans des équipes qui ont de l'ambition, parce que je pense qu'en playoff, on pourrait voir certaines limites, notamment au niveau du shoot, et que je pense que les jeunes équipes seraient pas très intéressées par un mec qui pourrait déresponsabiliser les jeunes. Donc en fait, je pense que McConnell est créé pour Indiana, en fait. Il est dans un rôle un peu parfait de joueur qui va maîtriser une seconde unité d'une équipe qui peut être au milieu de tableau, milieu de tableau, justement, les gars. Est-ce qu'on y croit pour la suite? C'est un peu notre question pour cette partie, mais ça veut dire quoi y croire, du coup, Constant? D'abord, est-ce qu'on y croit pour la suite? Mais croire à Indiana, c'est quoi? Un play-in, une qualification directe au play-off? On les situe où, actuellement? C'est difficile de juger parce que la conférence Est, comme la conférence Ouest, c'est quand même une sacrée jungle. Il y a pas mal de favoris qu'on voyait bien classés dans la conférence Est qui déçoivent, notamment Miami, notamment les Nets. Alors pour des raisons différentes, Miami, ils ont énormément de blessures, même Toronto a son lot de blessés. Alors, en fait, Indiana, c'est un peu ce qu'on va avancer aussi quand on va aborder le cas de Utah. Indiana n'a pas ce problème de blessure. Et du coup, ils en profitent pour gagner des matchs. En fait, tu regardes leur starting five, ou en tout cas les joueurs, t'as quasiment tous les joueurs qui ont joué au moins la quinzaine de matchs. Tyrese Haliburton a joué tous les matchs, Buddy Hield a joué tous les matchs, Jalen Smith et Bénédicte Mathurin. 2 de tes 3 meilleurs joueurs ont joué tous les matchs. Donc Miles Turner en a loupé quelques-uns au tout début de saison. Mais sinon, oui, c'est Miles Turner, bien sûr. Mais ils ont ce côté healthy que n'ont beaucoup pas, que beaucoup de franchises, d'autres franchises n'ont pas. Après, y croire, c'est difficile en fait. Moi, j'ai envie d'y croire et pour une raison, c'est un peu piquer l'argument de Tom. Excuse-moi, je vais te le piquer, mais c'est leur net rating. Ils sont 8e en net rating. Ils sont à 2.2. C'est pas une franchise qui gagne des matchs en les volant entre guillemets, où ils ont un net rating faible.
ils en prennent quelques-uns dans le clutch, mais Indiana est pas l'équipe qui joue le plus de matchs dans le clutch. Ils en ont joué que 9 cette saison, là où t'as pas mal de franchises qui en ont joué 12 ou 13. Enfin, la plus élevée, c'est 13. Donc, est-ce qu'ils peuvent accrocher un play-in, vu l'avance qu'ils ont? Peut-être, mais je les vois pas finir dans le top 7 de la conférence S. Je pense qu'à un moment, ça va se calmer. Ils ont eu un calendrier qui était pas non plus le plus défavorable du monde. Ils ont joué 2 fois Orlando, ils ont joué les Nets, ils ont joué Houston. Voilà. Pour revenir sur les blessures, ils ont joué Houston, ils ont joué les Nets, ils ont joué Toronto. Donc voilà, c'est une franchise qui ils ont joué Toronto en back-to-back avec énormément d'absents. Siakam et Van Vliet. Ouais, donc voilà, c'est j'attends de voir contre des vraies équipes au complet, mais potentiellement ils peuvent accrocher le play-in, ce qui n'était pas du tout prévu. Tom, je vais te donner la version un peu plus pessimiste et tu feras l'arbitre. Moi, alors, je suis d'accord avec vous, c'est encourageant. Il y a quelques points qui m'ont fait un peu hésiter, tergiverser quand je regardais leur profil. D'abord, c'est la pire attaque NBA sur les premiers cartons. Mais c'est pas la pire attaque NBA sur les premiers cartons. C'est la pire attaque NBA sur les premiers cartons. Leur net rating sur premier carton, il est à moins 21.7. Ils sont nuls. Et en fait, je vous avoue, c'est assez marrant. Pour donner un peu les secrets de confection du podcast, je regarde jamais les stats avant d'avoir regardé les matchs, parce que je veux pas m'implanter ça dans le cerveau. Mais au bout d'un moment, au bout du 3 ou 4e, je fais, mais j'ai quand même l'impression qu'ils se font beaucoup saucer quand même dans les premiers cartons, je sais pas pourquoi. Et oui, et juste pour vous donner un ordre d'idée, leur rating offensif est à 95.6 en premier carton. Alors, aucune équipe a moins de 100. Mais si on regarde tous les cartons de toutes les équipes NBA, c'est le pire carton offensif de la NBA, le premier des Pacers. Et je me demande à quel point c'est une anomalie et à quel point c'est pas un peu embêtant de toujours à chaque fois devoir faire la course par derrière. Il y a deux choses il y a une deuxième chose qui me fait un petit peu tergiverser, c'est notamment leur capacité à défendre le cercle, alors que en dehors de Miles Turner, ils n'ont pas non plus les meilleurs profils pour défendre le cercle. Et ils subissent beaucoup de tirs, notamment quand on regarde les statistiques, dans des bonnes zones. Ils se font agresser au cercle, et notamment dans les corners à 3 points. Donc, c'est deux éléments qui me font dire que je ne crois pas du tout à la qualification directe au playoff. C'est une bonne équipe, mais j'attends de voir, notamment aussi quand ils vont commencer à jouer plus de matchs à l'extérieur. Donc, c'est encourageant, mais je suis encore en phase d'attente. Tom, on te laisse le dernier mot. Bah, c'est bien que tu parles quand ils vont jouer plus de matchs extérieurs, parce que là, ils vont commencer un road trip de 7 matchs-là. Ils vont commencer un road trip de 7 matchs avec Clippers et Lakers en back-to-back, Kings, Jazz, Blazers, Warriors en back-to-back et Minnesota avant de rentrer à la maison. Donc là, déjà, tu as 7 matchs qui sont, on va dire, assez décisifs. Après, pour revenir à la question initiale, ça va dépendre du management et je vous dis d'attendre le 15 décembre. Le 15 décembre, pourquoi? Parce que le 15 décembre, ce road trip-là, il sera fini. Donc, du coup, on en saura un petit peu plus où se situe cette équipe-là réellement. Et deuxième, le 15 décembre, c'est la date à partir de laquelle les joueurs qui ont signé des contrats cet été sans les bird rights peuvent être inclus dans des transferts. Donc, du coup, tu vois, tu t'en parlais, Constant, durant le podcast, ou au temps de jeu. Miles Turner, l'ami Miles Turner qui n'est pas encore blessé. Alors, il s'est blessé en début de saison, mais ça faisait aussi partie des choses qui pouvaient nous faire douter par rapport à cette saison et qui ont baissé sa valeur de trade. C'est qu'il était blessé la saison dernière. En fin de saison dernière, il était blessé. Mais du coup, notre ami Miles Turner. Ben, tu as dit que c'est une équipe qui concède pas mal de shoot au panier. Miles Turner, c'est un peu le Rudy Gobert. En gros, c'est la garantie qui fait que même si tu concèdes des tirs, ces tirs-là vont être montrés à une efficacité moyenne. En fait, je pense que c'est un gars qui, dans la constitution de la défense de l'équipe, c'est un gars qui est aussi important qu'Haliburton peut être pour l'attaque. Et si ce gars-là qui a joué, quand tu prends le nombre de minutes jouées, si ce gars-là, il n'y a personne qui fait ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est une équipe qui, sans lui, peut vraiment plonger. Et du coup, je pense que c'est aussi une histoire du management. Encore une fois, Buddy, je pense que c'est pas quelqu'un qui va faire long feu dans l'Indiana, même si oui, il a un long contrat. Indiana aime bien récupérer les joueurs qui ont un long contrat puisqu'ils arrivent à signer personne. Et du coup, il faut bien qu'ils dépensent leur argent sur quelqu'un. Donc, ils sont contents d'avoir
ce type de joueur, mais c'est à voir. Et après, concernant, encore une fois, la dernière fois, Miles Turner, là encore, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller avec lui, puisque potentiellement, il pourrait être prolongé, ou du moins, il pourrait être augmenté et être prolongé à partir du montant auquel il a été augmenté. Par exemple, c'est quelque chose que Philly avait fait à l'époque pour Robert Covington, qui, au lieu de toucher 1,5 million, avait touché 15 millions sur la saison où il devait toucher 1,5 million, et il avait pris 3 années à 10 millions après ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être fait parce que les Pacers sont une des équipes avec les Spurs qui ont un petit peu plus enfin, qui ont environ 20 millions de cap space disponibles où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Soit ils peuvent ingérer des contrats, soit ils peuvent donner de l'argent à des joueurs qui sont déjà dans leur effectif pour après les prolonger. Donc, moi, je pense que vraiment que c'est quelque chose de structurel et que si tu enlèves Miles Turner dans dans cette équipe-là, vu que il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ce qu'il fait pour donner de la viabilité défensive à l'équipe, bah, je pense que l'équipe va plonger sans lui. Hein. Peut-être une petite stat pour... J'avais regardé, je te laisserai terminer, Constant. La période l'année dernière, arrivée d'Haliburton, pas de Miles Turner, j'avais entamé la séquence en disant que l'attaque était bonne. C'était la 29e défense aussi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Ils sont pas beaucoup mieux cette année défensivement, hein, mais bon. Non, mais enfin la question qu'on peut se poser, c'est qui est en mesure et qui a envie de récupérer Miles Turner et Buddy Hield. C'est la question que on peut aussi se poser, parce que potentiellement le fait que déjà il y a peu d'équipes qui ont les moyens de récupérer ce joueur tout en augmentant leur effectif. C'est-à-dire que oui, tu peux toujours trouver des joueurs pour matcher les salaires, mais est-ce que tu vas vraiment augmenter ton niveau en récupérant Buddy Hield ou Miles Turner? C'est pas sûr. Et la question, c'est qui est prêt à faire ce move? Qui peut se dire, je suis à un Miles Turner ou un Buddy Hield prêt d'être, je ne sais pas, contender, ou je suis à un Miles Turner ou un Buddy Hield prêt d'accrocher les playoffs alors que je suis mal parti. Le fait que ce soit la jungle complète à l'ouest comme à l'est me dit que finalement, hormis l'Arlésienne des Lakers, t'as peu d'équipes qui sont potentiellement capables de faire ce panic move. Et pour cela, avant de passer à Utah, les gars, je vous prédis l'avenir. Miles Turner reste, il trouve un point de chute pour Buddy Hield et Free Agency 2023, le projet Jerami Grant. Il est déjà acté, c'est ma future propagande, Jerami Grant. Alors oui, ça fait pas rêver, cher fan d'Indiana, on est d'accord. Haliburton, Jerami Grant, Miles Turner, tu rajoutes Bénédicte Mathurin s'il continue à être en feu. Mais ça, je vous dis, dans 1 ou 2 années, vous cherchez les playoffs assez facilement à l'Est. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est solide. Ça fait peut-être pas rêver, mais c'est ultra solide. Donc, ma propagande avait... Cam Johnson. Voilà, exactement ce genre de profil. Moi, je vous avoue, les gars, je les ai trouvés avant de partir sur Utah. Je remonte un peu en arrière. Je les ai trouvés parfois assez petits et ils manquent de longueur par rapport. Ils en ont sur le backcourt, mais ils manquent de longueur aux ailes. Enfin, ça a été, et c'est un peu une différence avec Utah, si on peut faire une des transitions, mais j'ai vraiment trouvé, passant d'une équipe à l'autre, il y a vraiment ça qui m'a un peu choqué. Si on enchaîne sur Utah, les fans de Utah, rassurez-vous, on a déjà un peu parlé de vous en début de saison, donc on avait décidé de passer à une plus longue partie sur les Pacers. Utah, Tom, je sais que tu avais envie de parler pour cette équipe, alors on va en parler, les role-players en feu, les revenge games qui s'accumulent parce qu'ils ont à peu près des joueurs qui viennent de toutes les franchises de la ligue. Mais on l'avait dit avec Indiana, Constant, tu l'avais dit, Utah, c'est aussi une équipe qui est en bonne santé sur le début de saison et ça fait la différence, même si ça commence un petit peu à faire pchit en ce moment. Ouais, bah, clairement, Utah, c'est une équipe en bonne santé. En gros, ils sont 4e au nombre de matchs manqués cumulés. C'est-à-dire que au cumulé, l'effectif de Utah a manqué 20 matchs. C'est la 4e marque en fait de la ligue. Tu as Conley qui en a manqué 3, Gay 6, Azubuike 5 et Kessler 3. Quand tu regardes le top 3 de la ligue, on a le Magic à 105. Bon, c'était une tradition. Tu as le Heat et le Heat et Memphis qui sont à 71. Et en gros, avec leur marque de 20 matchs manqués, ils en ont 2 fois moins que le 18e. Donc en fait, c'est une équipe qui est vraiment épargnée pour l'instant par les blessures, sauf depuis la blessure de Mike Conley. Et là, ça se ressent en fait le manque de Mike Conley, tellement c'est un joueur important dans cette équipe-là. C'est vrai que sur le début de saison, on va dire que c'est plus Lauri Markkanen qui a attiré la couverture à lui parce qu'il avait
le gros rôle du scoring offensif, mais le métronome de cette équipe, c'est Mike Conley. Et ça se ressent dans les résultats depuis qu'il n'est pas là. C'est beaucoup plus compliqué, même dans la façon de pouvoir faire les line-up, c'est beaucoup plus compliqué pour le coach d'avoir une équipe solide, encore une fois, parce que Mike Conley, c'est la caution guard play de cet effectif. Constant, plus difficile avec Mike Conley pour une attaque qui est, on l'avait dit en préparation tous les trois, c'est une attaque très analytique. C'est d'ailleurs un des points communs, si on peut faire des parallèles entre cette équipe d'Indiana dont on a parlé et celle de Utah. Mais effectivement, on a plus de difficultés dès que Mike Conley n'est plus là. Ouais, bah c'est une attaque très analytique. Indiana était troisième en nombre de 3 points tentés, Utah est quatrième. J'ai pas la stat exacte sous les yeux, mais ils sont dans le top 10 dans les drives aussi. C'est là la ressemblance entre les deux équipes. Ensuite, ça commence un petit peu à diverger. Déjà, le premier truc qu'il faut dire du côté de Utah, c'est que c'est la deuxième équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch cette saison. Ils en ont joué 14, ils sont à 8-6. Ça aide déjà de remporter des matchs dans le clutch. Et c'est là où tu vois que l'absence de Mike Conley te fait mal. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Tom. C'est que dans les moments chauds, c'était pas Lauri Markkanen qui avait la balle dans les mains, c'était souvent Mike Conley qui se retrouvait dans ce genre de situation. Et là, effectivement, tu vois que l'absence de Mike Conley, qui est pas le joueur le plus flashy de la ligue, mais qui est qui fluidifie le jeu. Franchement, il fluidifie le jeu. C'est le chaînon manquant entre tous les liens possibles qu'il peut y avoir dans Utah. Et enfin à Utah. Et oui, c'est plus difficile. C'est une équipe encore une fois qui joue en transition. Ils sont en fréquence et en points par possession. Ils sont dans le top 10 de la NBA. C'est pas forcément étonnant quand tu vois l'effectif et quand tu vois le nombre de jeunes joueurs qu'il peut y avoir là-dedans, mais c'est une attaque qui joue. Une bonne attaque et aussi parce est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi constante par rapport à l'année dernière avec de passer de cette ribambelle de role player à avant on avait du coup beaucoup de Donovan Mitchell et une association avec Rudy Gobert justement. Ouais, bah, et pourtant, dans les stats, ça se ressent pas trop, parce que en ISO, Utah, on tente très peu cette saison, un petit peu comme Indiana, mais Utah, on tentait pas beaucoup l'an dernier. C'est que Donovan Mitchell vampirisait le ballon, mais il tentait pas d'isolation, il tentait pas tant d'isolation que ça. On a une équipe, en fait, très collective. Là encore, tu peux faire un espèce de parallèle avec Indiana sur le côté torche humaine, parce que pour moi, avec Colin Sexton et avec Jordan Clarkson, merci. T'as vraiment ce côté torche humaine avec deux joueurs qui sont capables de prendre feu dans tous les coins. T'as un petit peu plus ce côté role player en fait. Indiana, c'est des joueurs en développement, et ce qui marche chez Utah, c'est que j'ai l'impression que t'as des joueurs qui sont un peu plus âgés, mais qui connaissent leur rôle. Kelly Olynyk, par exemple, connaît parfaitement son rôle. Mike Conley, j'en parle même pas. Donc ouais, c'est une équipe en transition qui est très efficace aussi. Tu pourrais avoir ça saute pas forcément aux yeux quand tu vois un Mike Conley, c'est pas celui qui remonte la balle le plus rapidement. Lauri Markkanen n'est pas du tout celui qui remonte la balle le plus rapidement, mais c'est une équipe collective qui fait beaucoup de passes aussi, avec beaucoup de passes décisives, et ça marche bien. Mais de toute façon, dans le contexte actuel, et encore une fois, crédit à Will Hardy, ils sont obligés de passer par là, de passer par ce jeu collectif, parce que si tu donnes tous les ballons à Lauri Markkanen, ça va moins marcher offensivement. Puis c'est une équipe qui joue en transition et qui prend des 3 en transition aussi. C'est ça le truc, c'est que eux, quand ils vont en transition, ils cherchent directement le jackpot. Ouais. T'as des gars comme Beasley, tout ça, et puis effectivement, même pas forcément uniquement sur de la transition, mais même sur le 3 points globalement, on parlait du côté analytics du Jazz. En fait, par exemple, le Jazz, c'est une des équipes qui concède le moins de tirs à 3 points en volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Jazz, il concède 13 points en moyenne par match, et ils en mettent presque 15 par match. Donc, si on fait le delta, ça fait 15 points déjà qu'ils gagnent. Donc, en fait, c'est une équipe qui, avec leur style de jeu analytique, même s'il y a le déficit de talent, ils partent avec 15 points d'avance uniquement sur la ligne à 3 points. Donc, du coup, ça veut dire que toi, il faut que tu ailles les chercher soit à mi-distance, ils se font artiller, ils se font torpiller à mi-distance sur leur défaite, soit il faut que tu ailles les chercher sur du rebond offensif ou créer avoir plus de possession qu'eux. Puis tu parles d'un déficit de talent, Tom. Est-ce que ça se vérifie sur le talent de très haut niveau, mais comme on a dit, c'est une saison où il y a beaucoup de blessés.
Et puis je suis désolé, moi quand je les vois aborder beaucoup de matchs et que c'est le banc qui rentre face à des bancs où en face soit on a des jeunes, soit on a des joueurs moins talentueux, leur banc il atomise tout le monde en fait parce qu'il y a trop de bons joueurs, il y a trop de profondeur d'effectifs. Alors on le sait, ça va être là. On va conclure le podcast comme ça un peu plus tard. Est-ce que ça devrait changer probablement d'ici quelques semaines. Mais il y a trop de profondeur en fait. C'est ce qu'on avait dit très tôt sur le début de saison. Ils ont des joueurs qui connaissent leur rôle. Et vous l'avez dit pour moi, ça se ressent du début à la fin de l'effectif en fait. Les mecs savent ce qu'ils font parce qu'ils ont de l'expérience en NBA. Il n'y a pas quelqu'un qui essaye de prendre un costume trop pour lui. Et du coup, cette équipe-là, elle est cohérente. Alors, oui, il y en a certains. Moi, j'avoue que j'étais très inquiet par ça quand même, les gars, parce que moi, quand j'avais vu, je m'étais un peu moqué de ça. Et c'était ma question de la preview. Qui va prendre le plus de tirs? C'était un peu pour dire, je ne vois pas où se détachera une espèce de hiérarchie. Et bon, c'est encore le début de saison, c'est encourageant. Il y a cette euphorie du côté de Utah, donc peut-être qu'on ne veut pas encore se poser les questions qui fâchent. Mais je suis beaucoup moins inquiet qu'il y a 2 mois par rapport à la question de la hiérarchie, moi, qui me faisait très peur pour cette équipe. Bah, disons que c'est rassurant ce qui était inquiétant, c'était ce que tu pouvais craindre à Utah, c'était vraiment du Colin Sexton qui tente 25 tirs par match et qui fait pas un manque de jeu collectif parce que Sexton a cette tendance, même si c'est un bon joueur, à vampiriser un petit peu le ball handling et la sélection de tir. Mais c'est pas le cas. Au côté de Mike Conley, sans Mike Conley, c'est autre chose. Tout à fait. C'est autre chose, hein. Tout à fait. Sexton. À surveiller du coup ce qui va se passer pour Colin Sexton avec le pauvre Sexton. J'avais vu des stats incroyables des débuts de saison par rapport à Sexton, comme quoi sur des premières saisons NBA, il était sur le rythme d'un Hall of Famer. C'est pas une blague en termes de scoring, etc. Pas d'efficacité, mais de scoring, etc. Enfin bref. En tout cas, comme on va faire une petite partie sur la valeur de trade de certains joueurs, comme on l'avait fait du côté d'Indiana, parce que c'est quand même une équipe où il y a des pièces qui devraient bouger. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'heure actuelle. Parmi ces pièces, ou en tout cas les joueurs qui pourraient bouger, qui nous impressionnent, c'est un peu un fourre-tout cette partie, il y a Lauri Markkanen. Tu posais cette question, Constant, je vais te lancer et Tom, tu nous donneras ta réponse à toi. Tu nous avais dit pendant la préparation, mais est-ce que c'est pas le meilleur ailier de la conférence Ouest en ce moment? C'est la question que je me pose. Et en fait, c'est pas méchant envers Lauri Markkanen, mais ça montre un petit peu le désert qu'est la conférence Ouest au niveau des ailiers. Parce que très honnêtement, les 2 meilleurs... j'inclus pas Anthony Davis dedans pour la simple et bonne raison que c'est plus un intérieur... théoriquement, ça peut être un poste 4, mais voilà, c'est plus à 5 qu'un 4, même si Markkanen n'est pas vraiment à 3, mais pour les 2 meilleurs ailiers de la conférence Ouest, ou en tout cas les plus réguliers, c'est Jeremy Grant et Lauri Markkanen. Le futur Indiana Pacer, effectivement. Le futur contrat max Jeremy Grant. Mais oui, c'est pas méchant, mais Lauri Markkanen, il fait un très bon début de saison. Il faut quand même lui rendre à César ce qui est à César. Après, voilà, encore une fois, est-ce qu'on peut baser toute une saison sur un joueur qui tourne à 51% de réussite sur les mid-range et 73% de réussite sous le cercle? Est-ce que tu peux baser ton attaque sur ça? C'est-à-dire que Lauri Markkanen, il est 94e percentile en efficacité sur le mid-range, alors qu'il en tente un sacré paquet. Donc je crédit à lui parce que nouvel environnement, nouveau rôle du côté de Chicago, c'était pas forcément ça. Après voilà, Ben va arriver avec les stats pour défoncer un petit peu Lauri Markkanen, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, tu ne peux dire que bravo à Lauri Markkanen. Mais si tu parles un petit peu et même sans trop se projeter sur la valeur de trade, mais tu regardes Lauri Markkanen, 25 ans, tu peux te dire ouais, avec la saison qu'il fait, ça peut être une des pièces où franchement tu hésites à te bouger. Mais bon, ça reste Lauri Markkanen, donc prudence. Tom, ton avis sur Markkanen qui est surprenant. Alors oui, j'ai déjà un peu annoncé la couleur à Tom et à Constant. J'ai quelques stats parce que Markkanen, j'ai une sensation de déjà vu en fait avec ce qu'il y a actuellement. Mais Tom, du coup, t'en penses quoi du début de saison de Markkanen? Je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu. Je pense que c'est le début de saison rêvé, hein, concrètement. Hein. Il est porte-étendard d'une équipe surprenante. Il arrive à avoir le même rôle à peu près qu'il a en équipe nationale. Et du coup, peut-être que le fait d'avoir joué l'Euro, même pour sa confiance à lui, ça lui a permis aussi
de s'accommoder au rôle qu'il aurait potentiellement eu. Je trouve qu'il match bien avec tous les différents intérieurs qu'ils ont. Il match bien avec Olynyk. Enfin, moi, je pensais pas avoir des line-up avec Olynyk et lui plutôt viable. Il match bien avec Vanderbilt. Il match bien aussi avec Kessler. Donc ouais, il est un peu et quand tu prends aussi au niveau du backcourt, ben, il fonctionne bien avec tous les types de joueurs, quoi. Donc enfin c'est encore une fois, c'est très surprenant de le voir déjà aussi agressif pour quelqu'un qui était, enfin, c'était l'an dernier, c'était quoi la quatrième option peut-être des Cavs. Pour, tu vois, en fait, en façon des starting five, tu vois, quand tu vois par exemple les responsabilités, la difficulté des shoots qu'il prend, qui s'est accru et le voir avoir une telle efficacité, c'est vrai que c'est très surprenant, mais il faut lui donner du crédit, hein. Un peu comme les entraîneurs, les joueurs, ça progresse aussi. Donc c'est bien. Après, il faut voir combien de temps ça peut durer. Combien de temps ça va durer, Tom? Telle est la question. Telle est la question. Non, parce que je vous ai dit, les gars, quand on a commencé à préparer, je me suis dit, Markkanen qui prend feu sur 10 matchs. J'ai dit 10 matchs parce que quand on commence la préparation, on a avec certaines statistiques, on est un peu en décalage. Donc, les 10 matchs dont je parle, ça ne compte pas celui contre Phoenix qu'ils ont perdu. Du coup, sur les 10 matchs d'avant, il était à 45% à 3 points en prenant quand même pas mal. Je me dis, ça, j'ai déjà vu. Et effectivement, en utilisant StatHead, un très bon site de statistiques historiques, eh ben, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé les périodes de 10 matchs où l'ami Lauri Markkanen a shooté à plus de 45%. Et j'ai remarqué qu'en gros, tous les ans, à l'exception de la saison 2019-2020, il a une période où il shoot à quasiment 47%, 48% à 3 points. Ouais, cette période de 10 matchs où il prend feu. Donc je me suis dit, regarde les 10 matchs d'après, histoire 2, et les 10 matchs d'après, très souvent, on est plus aux alentours de 31, 32, 33%. Donc en fait, je pense qu'on est sur une période où il est en feu, et je vais faire référence à Adrien qu'on salue, qui avait dit une année, je me rappelle avec Markkanen, j'ai envie d'y croire cette année, donc je pense que c'est un meilleur résumé que tout mon monologue. Donc je pense pas que ça soit le meilleur de la conférence Ouest, et je pense pas qu'au tir, que ça soit à longue distance, à mi-distance, il va rester comme ça longtemps, mais je pense surtout que c'est un bon moyen, si on est un peu dans cette partie de trade, de convaincre certaines équipes du bien fondé de trader pour Markkanen. Parce que là, tu vois les flashs, tu les vois peut-être plus forts que jamais. En tout cas, il est très mis en avant. Donc, en l'occurrence, je pense que ça pourrait convaincre certaines personnes peut-être de trader, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. Là où les gars, si on avance, moi, j'ai toujours du mal avec cette idée de trade de Jordan Clarkson, en fait. J'ai beaucoup de mal à l'intégrer, personnellement. Pareil. Enfin, moi, je trouve que c'est, enfin, limite, enfin, je trouve que ça, limite, il s'est retrouvé une régularité. C'est toujours qu'il a été quelqu'un qui a été bon en playoff et qu'il faut l'enlever de là, quoi. Non, les gars. Enfin, historiquement, Jordan Clarkson, c'est pas un bon joueur de playoff. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une régularité peut-être un peu surfaite. Après, encore une fois, les joueurs changent, ils évoluent, hein. Si ça se trouve, Jordan Clarkson cette année, ça va devenir peut-être ce qu'a été Dinwiddie l'an dernier pour les Mavs, tu vois, avec tu vois, un peu une réputation similaire et du coup il change sur un tour de playoff. Mais en vrai, tu vois, il y a une stat du coup dans le match hier qui est passé qui moi m'a interpellé. C'était la première fois de sa carrière qu'il enchaînait 6 matchs consécutifs à plus de 20 points. La première fois de sa carrière qu'il fait ça. Alors, si tu veux de Jordan Clarkson comme deuxième voire troisième ball handler, il va falloir vivre avec ce que tu perds en fait aussi en playoff quand Jordan Clarkson est sur le terrain. Et du coup, moi je trouve que pour un contender, il a pas tant de valeur que ça. Constant, j'apprends à voir ta manière de voir le basket et j'imagine comme ça rapidement que Jordan Clarkson c'est pas ta cam. Non, tu crois? Non, bah c'est pas ma cam. Moi, je respecte le joueur et je respecte ses coups de chaud, mais en fait, c'est des joueurs qui sont trop irréguliers pour leur faire confiance dans une série de playoffs. Ils peuvent te décanter un match ou deux, et encore un match ou deux, je parle de premier tour, hein, parce que si tu vas en demi-finale de conf, il est tellement mauvais défensivement que tu peux pas le mettre. Mais c'est pas un joueur enfin, moi, je suis une équipe contender. Je vois Jordan Clarkson, j'ai pas envie de trader pour lui. Je vois Mike Conley, j'ai envie de trader pour lui. Après, je vois le contrat de Mike Conley. Je me dis, bon, ça m'embête un petit peu. Mais c'est ça mon problème, en fait, avec cet effectif de Utah. C'est que, ok, il y a pas mal de vétérans, ça a déjà un peu bougé. Joe Ingles l'an dernier,
Royce O'Neal, que tu peux considérer comme un vétéran, a déjà bougé du côté des Nets. Bojan Bogdanovic, je confonds avec Bogdan. Bojan Bogdanovic est aussi parti du côté de Détroit. Donc ils ont déjà fait un petit peu le ménage dans leurs vétérans. Et il reste Mike Conley, Jordan Clarkson. Peut-être que Kelly Olynyk, de par ses performances, peut attirer quelques joueurs, mais encore une fois, 3 ans de contrat à 37 millions, ça va être difficile bon, il expire l'an prochain, mais ça va être difficile de le garder. Enfin, ça va être difficile de trader pour. En fait, la valeur des vétérans du Jazz, elle est théorique, mais quand tu vois le contrat et quand tu vois la réalité du marché, tu te dis que finalement, c'est difficile de voir vraiment qui peut partir, quoi. Moi, j'ai l'impression que tu vois, Clarkson, il est un peu dans le même cas que Kevin Gordon était l'an dernier. Ou Terence Ross. Voilà. C'est des comparaisons qui ont du sens. Mais du coup, si vous me dites, les gars, qu'on est un peu dans cette situation d'attente, et en tout cas où on n'arrive pas à se décider sur... c'est pas qu'on n'arrive pas à se décider, mais peut-être qu'on a surestimé, nous, de notre côté, pendant l'intersaison, la capacité du Jazz à trader certains de ses joueurs. Est-ce que ça veut dire, si on se projette comme on l'a fait pour Indiana sur la suite de la saison, est-ce que ça veut dire que c'est une équipe qui pourrait être amenée, alors peut-être pas à rester sur les mêmes standards, mais qui s'inscrit vraiment parmi les équipes sur lesquelles on doit compter pour les playoffs ou le play-in? Est-ce qu'on est parti sur ça maintenant? On est bientôt à 20 matchs. Pour moi, ça semble acté, en tout cas, parce que pour moi, tu prends trop de retard, en fait, tout simplement, ça aurait pas trop de sens de faire ça. Alors, peut-être qu'il y aura des échanges, mais je pense que c'est une équipe qui jouera le play-in à minima. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non. Je suis pas vraiment sûr dans le sens où, en fait, cette équipe-là, il y a 2 destins possibles que je vois. C'est soit ce sont les Clippers 2019 de Cherokee, soit c'est les Wizards de l'an dernier. Et je pense plus pour les Wizards de l'an dernier, malheureusement pour eux. Moi, je rejoins un peu l'avis de Tom. Déjà, là, tu vois que c'est un peu plus compliqué sur leur dernier match, puisqu'ils sont à 2 victoires pour 7 défaites, ce qui est déjà un peu plus compliqué. Et encore une fois, l'effet de surprise va passer. C'est que Lauri Markkanen, à un moment, les défenses vont commencer à le jouer autrement que comme s'ils affrontaient le Lauri Markkanen des Cavs. Ce qui peut d'ailleurs être un bon argument pour le trade, c'est la différenciation des rôles de Lauri Markkanen. Tu peux avoir le Markkanen des Cavs et le Markkanen de ce début de saison sur Utah, un peu comme Jeremy Grant d'ailleurs. Mais oui, pour moi, ils ont vraiment ces 2 chemins. C'est que est-ce qu'ils vont être capables de tenir sur la longueur? C'est la question que je peux me poser, parce que là, ils ont l'euphorie du début de saison, Will Hardy, coach rookie aussi, qui aide bien. Mais est-ce qu'ils vont être capables de tenir toute une saison, c'est-à-dire en remportant beaucoup de matchs dans le clutch? Parce que là, les matchs qu'ils jouent dans le clutch, ils les remportent la plupart. Et là, avec l'absence de Mike Conley, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 absences. Et finalement, cette équipe de Utah se retrouve très vite déséquilibrée, très vite en manque de solutions, notamment offensives et peut-être même aussi défensivement. Et il faut voir la concurrence à l'ouest, en fait. C'est que la concurrence à l'ouest, t'as potentiellement 11 équipes qui peuvent prétendre à jouer le play-in. Mais du coup, ça veut dire que vous les excluez. Parce que si on se met d'accord pour dire que Houston, Spurs, Lakers, OKC devraient pas se mêler au play-in, il reste qu'une équipe sur le côté, donc pour vous, ça sera Utah. Je pense, ouais. Sur le coup, je dirais les Lakers, hein, en vrai. Moi, je suis pas... Ah, ils sont déjà dans le lot, toi. Ils sont déjà dans le wagon. Tu les as inclus déjà. Tu les as déjà inclus. Ouais, tu les as déjà inclus. Si on inclut Houston, San Antonio, Lakers et Oklahoma City, il reste une équipe qui sera pas au play-in. C'est-à-dire qu'en gros, selon vous, ça sera Utah. Oui. Sur la longueur, ouais, je pense que ça va jouer sur la longueur, Utah et les Kings, je pense. Ok. Kings, 3 matchs ratés pour blessure seulement, hein, du côté des Kings. Je suis peut-être un peu trop emballé je surcompense mon côté un peu pessimiste sur Utah du début de saison. Le truc, c'est que moi... Après, peut-être qu'on n'a pas non plus beaucoup ajusté par rapport à nos prédictions, et que là, le fait que le Jazz soit dans une spirale un peu négative, ça n'aide pas non plus. Peut-être que si on avait fait ce podcast-là il y a 10 jours, peut-être que nos réponses seraient différentes. Je pense aussi, alors c'est peut-être mon côté pessimiste, mais je me dis que il y a 10 équipes au-dessus, on est après 20 matchs.
Il suffit qu'un franchise player se pète et ils sont dans les 10 en fait. Hein. Ils sont à un franchise player d'être dans les 10. Et de toute façon là, pardon. Non, vas-y, Constant. De toute façon là, Utah c'est pas compliqué. 8 de leurs 9 prochains matchs sont à domicile. Donc là c'est vraiment le test. Si ils sont capables d'enchaîner les wins, peut-être qu'on sera un peu plus positif. Si ça continue à perdre à domicile, ça peut effectivement sentir un peu plus le roussi. Surtout que moi, je considère que leur calendrier récent était pas super simple, en fait. Hein. Enfin, je trouve qu'il était pas super simple. Voyagé, ouais. Ils ont beaucoup voyagé, donc beaucoup de matchs à l'extérieur. Utah, on sait que c'est pas toujours pour des bonnes raisons. Un endroit où c'est difficile d'aller jouer. Donc, du coup, à voir. Je suis peut-être un peu plus positif et je me dis juste qu'en fait, il y a 10, enfin, je sais pas, il y a 10 possibilités en face qu'une équipe tombe et il y a certaines équipes, on ne va pas citer de nom parce que quand on cite ce genre de nom, les fanbases tout de suite se lèvent, mais il y a des équipes au bilan, quand on regarde les matchs à l'extérieur, domicile, on pourrait peut-être s'inquiéter un petit peu. Passons. Du coup, je crois que c'est la franchise d'un certain Spencer Dinwiddie avec laquelle il joue actuellement, mais ça c'est peut-être autre chose, mais. Peut-être. Champion, on sait pas. Peut-être. 7 matchs joués à l'extérieur au 27 novembre, c'est quand même pas beaucoup. Et ça, c'est ma grande critique vis-à-vis de la NBA. Cette année, je trouve que c'est de pire en pire. Passons. La suite pour cette équipe, les gars, c'est comme ça qu'on finit pour les deux équipes. La suite, c'est quoi? C'est on les trade un par un et puis on regarde la draft, Constant. Si on poursuit mon raisonnement de ça va être difficile de les bouger, tu peux pas vraiment les trade un par un en fait. C'est que je pense que c'est différent, tu vois, encore une fois pour faire le parallèle avec Indiana. Indiana, ils ont déjà leurs joueurs, j'ai envie de dire, avec Tyrese Haliburton. Mark Cannon, s'il continue à ce niveau, peut devenir ce joueur, mais ils l'ont pas pour l'instant du côté d'Indiana. Après, t'as tous les pics récupérés dans le trade de Rudy Gobert, t'as le pic de Donovan Mitchell. Déjà, Utah va avoir 3 pics cette année. Ils ont le leur, ils ont le pic des Wolves, et ils ont un swap avec Brooklyn et les Nets. Brooklyn et Philly. Ouais, Brooklyn et Philly, je crois ils prennent le meilleur de Brooklyn et Philly. Enfin, entre celui de Brooklyn et celui de Philly. Donc déjà 3 pics de draft dans une draft 2023 qui s'annonce pour l'instant assez exceptionnelle. Ça peut être intéressant pour eux. Et vu la profondeur de draft et le fait que finalement l'Ouest même la NBA de manière globale est assez dense, c'est-à-dire que même si t'es à 2 wins en dessous des 50% de victoire, t'es que 22e ou 23e bilan de la NBA. Ça va leur permettre peut-être, s'ils se rendent compte qu'ils sont trop courts pour le play-in, de reculer un peu et de se pencher vers la draft. Tom, la suite pour eux, du coup? Pour moi, la suite pour eux, c'est au bout d'un moment, ils vont être obligés de faire jouer les jeunes pour voir les jeunes qui ont dans l'effectif pour savoir déjà pour faire de leur travail d'identification, pour savoir par exemple les annoncés Tom Commanders, THT, les mecs comme ça. Quand ces gars-là vont avoir plus de minutes, qu'est-ce qui va se passer? Et après, je pense que ça va dépendre vraiment des offres qu'ils reçoivent. Je pense que c'est une équipe qui, ok, sur le terrain, et l'effectif est viable, mais en fonction des offres qu'ils vont recevoir, que de moment ou à un autre, ça peut péter, je pense. Parce que c'est une équipe qui va être là peut-être en facilitateur ou des choses comme ça. Parce que, mine de rien, ils ont quand même des joueurs qui peuvent intéresser du monde. Alors oui, peut-être pas Clarkson, mais par exemple, un gars comme Vanderbilt qui est en fin de contrat, il peut intéresser du monde. Malik Beasley, potentiellement, peut intéresser du monde. C'est quelqu'un qui a fait les playoffs. Les deux ont fait les playoffs l'an dernier. Ils ont montré des choses plutôt intéressantes. Voilà, ils peuvent intéresser du monde, ces gars-là. Et si Danny Ainge reçoit une bonne offre, je pense pas je pense pas que c'est quelqu'un qui va vendre, je vais pas dire gratuitement, mais qui va baisser ses attentes simplement pour faire de la place dans l'effectif et donner des minutes à d'autres joueurs. Mais simplement, s'ils reçoivent des offres qui pour eux leur semblent cohérentes, ils vont se dire ok, je ferai un peu à la Madiane dans Football Manager. C'est-à-dire que s'ils reçoivent une bonne offre, même si le joueur il est intéressant, c'est pas grave, je vais trouver un mec qui fait 80% pour 50% du prix, donc je peux le vendre. Non, mais est-ce que tu es en train de me dire que parfois Daniel est frileux avec les packages de trade où il est pas sûr de gagner? Est-ce que tu es en train de me révéler cette information au grand jour? Mais en tout cas, effectivement,
comment dire, c'est peut-être, c'est une bonne manière de terminer ça. On avait, je m'auto-congratule. En tout cas, on avait parlé ensemble de cette manière différente de reconstruire. Peut-être que je suis bloqué dans le logiciel de pensée, mais je pense qu'au bout d'un moment, Danny Ainge, comment dire, on parle souvent du fait que Danny Ainge n'avait pas des équipes totalement mauvaises quand il avait fait sa reconstruction à Boston, mais pratiquement dans chaque itération, notamment au début, il avait des jeunes. Enfin, je veux dire, les débuts de Marcus Smart, c'était quand même un haut choix de draft, par exemple, à ce moment-là. Donc, il y a un moment où Markkanen, etc., c'est bien gentil, mais il a même pas, pour l'instant, du côté de Danny Ainge, il n'y a pas encore ces jeunes joueurs qu'il peut mettre en avant autour de ces joueurs, entre guillemets, sérieux. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il va être obligé, comme tu l'as dit, Tom, de faire la place pour faire jouer ces joueurs-là à côté des mecs, entre guillemets, sérieux. Eh bien, messieurs, alors, on a une petite coupure technique qu'on a essayé de couper de manière, à vous de jouer, ce sera le jeu de la semaine. Où est-ce qu'il y a eu la coupure technique? En tout cas, on va s'arrêter là-dessus, les gars, sur une grosse partie Indiana et un peu une plus petite partie sur Utah. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ces équipes. Comme quoi, on peut prendre du plaisir. On n'est pas obligé de tout le temps parler des Lakers, des Nets, des Sixers et de qui on parle tout le temps? Des Celtics, des Warriors. Ouais. Les Celtics, on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, les Celtics, on n'en parle pas beaucoup. C'est bien. Voilà. On sait qu'ils seront là, en fait. On sait qu'ils seront là en mars, rendez-vous en finale de conf. Un peu ça. Puis les autres, après. Je trouve pas qu'on parle beaucoup des Bucks, Tom. Parce que déjà, il y a le meilleur joueur, pour une équipe qui a le meilleur joueur de la NBA sans débat, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Parce qu'on attend de les voir au complet, simplement. Ouais, il y a des équipes aussi, tu vois, Miami, on attend de les voir au complet, Philly, on attend de les voir au complet. Il y a plein d'équipes comme ça, les fans de Miami disent souvent qu'on parle pas beaucoup d'eux, c'est parce que vous êtes pratiquement toujours en play-off, les gars. Donc, à un moment, on sait que vous allez, on va parler de vous en mars, avril, mai. Donc, avec ces équipes-là, très souvent, on en parle un peu moins pendant la saison régulière. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur vos plateformes d'écoute, votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, mais également sur Twitter. Tom, Constant, je vous remercie. Bon, peut-être que la semaine prochaine, on retournera. J'ai fait mon petit côté défenseur des opprimés, mais on va peut-être retourner la semaine prochaine dans des plus grands matchs. On ne sait pas encore. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut.